avec Bruno David, qui est le président du Muséum national d'histoire naturelle, François Tadei, lapsus lié à mon histoire professionnelle passée, François Tadei qui dirige le centre de recherche interdisciplinaire, Justine Barbier, philosophe, et nous attendons uniquement Jean d'Amérique, et peut-être tu peux développer la raison d'être de ce festival. Absolument. La raison pour laquelle nous avons décidé de créer ce festival, d'une certaine manière, c'est pour prendre au sérieux une question qui est devenue très rapidement galvaudée, qui était qu'est-ce que cette expression qu'on a tous entendue mille et mille fois, rebattue, le monde de demain, que se passera-t-il après la pandémie ? Et il nous a semblé qu'on ne devait pas la laisser passer comme ça, cette question, qu'on ne devait pas accepter que les choses suivent leur cours, ou que ce soit le monde d'hier empire, ou qu'on devait donc, en organisant un moment de rencontre, précisément, où on soit là physiquement, où on discute, où on échange, où on essaye de refonder quelque chose, de penser la nouveauté, de penser la différence, que cette journée-là, elle pouvait servir à ça et que c'était fondamental et central que deux médias de service public s'y emploient et ne laissent pas passer, d'une certaine manière, le moment, bonjour Jean d'Amérique, et ne laissent pas passer le moment où cela pouvait se jouer. Et il nous semblait que ce moment était important. Nous sommes, en tout cas, nous espérions, jusqu'à il y a encore quelques jours, être en sortie de pandémie, ou du moins dans une période un peu plus calme. Et nous sommes pas encore dans le feu d'une élection présidentielle où, malheureusement, on a le sentiment que ce ne sont pas toujours les enjeux les plus importants qui vont être au centre des débats. Ou en tout cas que le rythme imposé par l'élection et aussi le flux médiatique va l'emporter sur les questions centrales de nos jours, qui est qu'est-ce qui fonde le contrat social, qu'est-ce qui nous rassemble, et en même temps, les chantiers de la refondation, si refondation il doit y avoir, il est si vaste, et il commence par la planète, que naît une question toute simple, qui est que quand on cherche à regarder ce qu'on peut faire, comment agir, et au fond c'est ça aussi le rôle de médias de service public, comment donner l'envie d'agir, comment l'incarner, alors on se demande, parce qu'on voit tellement de murs se dresser devant soi, par où commencer ? Oui, vaste question. J'en profite pour accueillir les personnes qui nous ont rejoints dans la salle et qui sont avec nous à distance sur le site du festival, et maintenant-lefestival.fr. Nos rencontres sont par ailleurs enregistrées et donneront lieu notamment à des restitutions et à un grand podcast. Alors je présente tout de suite les 4 personnes que nous avons choisies pour répondre à une question toute simple, après tout, que vient d'énoncer Boris. Justine Barbier, vous êtes doctorante en philosophie. Je vous ai découverte au micro d'Étienne Klein en 2019. Il sera là d'ailleurs cet après-midi ou ce midi dans la rencontre animée par Caroline Brouet. Et la question qui vous était posée à ce moment-là, et votre réponse était tout à fait fascinante, c'était tout simplement comment naissent les idées. Et aujourd'hui, vous êtes à la fois professeur en lycée et puis vous menez des consultations individuelles et collectives à l'aide des grands auteurs. On va pouvoir en parler. François Tadei, vous dirigez le Centre de recherche international. C'est à un moment où interdisciplinaire. On est internationaux, mais vous êtes interdisciplinaire et international. D'ailleurs, vous nous parlerez de cette initiative qui s'appelle l'Open Panthéon et que l'on soutient toute la journée. Vous êtes chercheur par ailleurs en génétique moléculaire et en éducation. Vous avez publié « Apprendre au XXIe siècle » chez Kalman Levy, et vous allez publier en janvier un livre au titre tout aussi vertigineux que cette première rencontre, qui est « Et si nous
Point d'interrogation. Bruno David, vous êtes le président du Muséum national d'histoire naturelle, je l'ai mentionné, vous êtes spécialisé en paléontologie, sciences de l'évolution et de la diversité. Vous avez publié récemment, à l'aube de la 6e extinction, Comment habiter la Terre aux éditions Grasset, et je crois que vous préparez un livre qui n'est pas totalement étranger à l'antenne de France Culture, sur laquelle vous officiez depuis maintenant plus d'1 an. Enfin, Jean d'Amérique, bonjour à vous, vous êtes né en Haïti, vous avez une formation de philosophe et de psychologue, vous êtes poète et dramaturge, une voix puissante de votre génération d'artistes, vous êtes à l'initiative de collectifs et d'événements festivaliers, vous aussi, et vous avez été largement couronné de prix déjà. Votre dernier livre, Soleil à court, aux éditions Actes Sud, était votre premier roman. Et il revient à Boris de reformuler la première question. Absolument. Alors peut-être un petit détour par le questionnaire, puisque vous le savez, ce festival a une particularité. Sa programmation repose en partie sur un questionnaire soumis à toute la population et en particulier aux plus jeunes, aux 18-35 ans. Et pour donner un peu l'esprit du temps, l'humeur de la jeunesse, c'est vrai que il y a quelques éléments assez inquiétants. Quand on leur pose la question, faut-il se préparer au pire du pire, à quoi faut-il se préparer? Ils sont 76% à dire au pire du pire. Alors, notre première question, elle est toute simple aujourd'hui. On a, je l'ai dit au début, beaucoup parlé du monde d'après, beaucoup parlé de qu'est-ce qu'il va advenir. Et puis, d'aucuns a dit, non, il n'y a pas de monde d'après, il n'y a que le monde d'avant. Et au fond, la question que nous avions envie de vous poser en premier, c'est est-ce que monde d'après il y a ou pas? Est-ce qu'on vit une transition ou une rupture? Je vous en prie, Justine Barbier. Je veux bien effectivement répondre à cette question et j'en profite aussi pour corriger quelque chose. Je ne suis pas doctorante, mais j'ai choisi en fait de ne pas faire de doctorat, mais je suis agrégée de philosophie. C'était juste une toute petite chose. Et il y a plein d'erreurs sur Internet, même sur le site de France Culture. Ah oui, d'accord. Bon, c'était juste ça. Et donc, par rapport à cette question, vous parliez en fait, je rebondis par rapport aux jeunes, vous avez cité ce chiffre de 67%. 76, pardon. 76. 76%. Voilà, par rapport à cette idée donc de se préparer au pire, et il y a même un terme en fait qui a été forgé récemment, qu'on retrouve dans la langue anglaise, le terme de eco-anxiety, puisqu'effectivement dans la tranche, quand on prend la tranche plutôt des très jeunes, donc des 16-25 ans, on retrouve en fait 60% de gens qui expriment une anxiété soit très forte, soit extrême. Donc on n'est même pas juste dans une anxiété. Et je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, on ne peut même pas parler de crise du Covid, mais d'ère du Covid aussi. Et je pense que ce terme est important pour dire à quel point, comme vous le dites très bien, il n'y a pas de monde... Enfin, on le pense sur le long terme finalement, et penser le monde d'après, c'est finalement penser un présent comme ça qui s'étire, qui est très dur à vivre. Et on le voit avec les anciennes épidémies aussi. Quand on prend par exemple l'exemple de la peste bubonique, qui d'ailleurs n'a pas été complètement éradiquée, et l'exemple de la grippe espagnole qui, elle, a été complètement éradiquée, on voit bien que les effets psychologiques en fait se maintiennent bien plus longtemps que la quasi-fin de l'épidémie. Donc c'est pour dire à quel point, je pense qu'on est réunis ici pour dire à quel point psychologiquement aussi, il y a des choses à faire, il y a un lien à reconstruire, en essayant de préparer un petit peu cette émission où j'ai bien aimé finalement le fait qu'il n'y ait pas vraiment de sujet, qu'il y ait un sujet en tout cas très très large par où commencer. Je relisais donc le discours de Camus lorsqu'il a reçu le prix Nobel en 1957. Et je me suis dit que c'était vraiment d'actualité aussi. C'est-à-dire, avant, c'est toujours maintenant. Et en 1957, Camus, il parle d'une arche d'alliance. Et il dit, voilà, il faut que les humains, à la suite d'une histoire corrompue, parce que le monde qui dégringole à cette époque, il le dit en des termes magnifiques, alors que c'est catastrophique, mais il parle d'une histoire corrompue, d'idéologies exténuées, de techniques devenues folles, de dieux morts. Et il explique que les gens au pouvoir peuvent tout détruire, mais ne savent plus convaincre. Et effectivement, je trouve que ces termes-là sont
enfin l'Arche d'Alliance, le pari de vérité et de liberté, la paix entre les nations qui ne soit pas celle de la servitude. Je trouve que ces mots-là résonnent très fort, en tout cas ont résonné pour moi, et disent un avant, pendant, après qui est difficile à penser en termes de... Enfin, ce n'est pas un point, mais plutôt... voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. Je ne sais pas. Bruno, David. Climat, économie, société. Tout est lié. Et si on parle de transition ou de rupture, c'est simplement une question de vitesse. À quelle vitesse tout ça se produit. Ce que je veux, c'est vraiment les lier et arriver peut-être à faire comprendre aussi que, en tout cas en termes climatiques, peut-être moins en termes d'environnement au sens large, on est sur une planète incroyablement stable depuis 15 000 ans. On est sorti du dernier glaciaire. Et on a globalement une planète qui est très stable. Il y a eu des petites oscillations, hein. Il y a eu un optimum climatique au Moyen-Âge, il y a eu un petit âge glaciaire, mais tout ça c'est très mineur. Et on est en train de sortir de cette stabilité pour des raisons anthropiques, et que nos sociétés se sont construites sur cette stabilité. Et notre économie, depuis 150 ans, 200 ans, s'est construite sur cette stabilité. Et ça nous met dans une position de fragilité par rapport au changement qu'on impulse. Et donc les premières victimes, entre guillemets, de cette déstabilisation, pour ne pas forcément parler de rupture, les premières victimes de cette déstabilisation, ça va être nos sociétés, justement. Et le problème, il va être avant tout un problème social, avant aussi d'être un problème d'environnement, de biodiversité, d'autres impacts. Donc c'est vraiment vers ça qu'il faut qu'on se tourne et qu'on arrive à comprendre. Et on est en train de bouger le curseur très très vite, en tout cas en ce qui concerne le climat, mais aussi en ce qui concerne les environnements en général, ce qui fait que le reste de la planète a du mal à suivre et que nous-mêmes, nous aurons du mal à suivre. Donc le sujet, c'est vraiment, saurons-nous nous adapter à nous-mêmes? Et est-ce qu'on aura la capacité de faire face? Ce qui me rend optimiste, c'est que comme nous sommes la cause du problème, nous sommes aussi à l'origine de la solution, si on se retrousse les manches. Champ d'Amérique. Oui, moi je pense que en fait, grandir dans ce monde, moi je suis né en 94 et je ne sais pas comment ça se passait avant, mais en grandissant dans ce monde, je me rends compte que il faut absolument être en rupture. C'est pas forcément par rapport aux crises actuelles, mais grandir dans ce monde pour moi c'est être en perpétuel renouvellement, c'est-à-dire chercher à... Parce que je le trouve pas très beau comme il est, ce monde dans lequel je vis, je grandis. Et ouais, le fait même de vivre, pour moi, c'est être toujours en rupture avec lui et chercher à construire un autre monde. Comment? Moi, j'utilise les récits, la fiction, la poésie, pour essayer de proposer d'autres représentations, parce que c'est à ça que sert aussi l'écriture. Pour moi, c'est refuser le monde tel qu'il est et inventer un autre. Voilà. François Tadei. Merci. Je pense que par rapport à l'éco-anxiété de la jeunesse qui a été soulignée, la question c'est comment est-ce qu'on leur redonne de l'espoir? Comment est-ce qu'on leur offre la possibilité de faire ensemble des choses qu'ils ne peuvent pas faire seuls? Seuls, ils sont impuissants. Mais collectivement, ils ont une chance d'arriver à faire des choses qui peuvent les aider, nous aider à réinventer un système qui, globalement, ne va pas bien. On parlait de transition, voire de rupture. Quelles sont les autres sources d'inspiration dans l'histoire? Je ne suis pas historien, mais en tant que biologiste de l'évolution, j'aime bien penser le temps long et j'aime bien lire. Je pense que les Lumières ont été un moment intéressant qui lui-même réinventait ce que les Grecs avaient déjà inventé. Et en fait, il y a tout un ensemble. Pour faire société, les Grecs, ils avaient à la fois l'économie, la société étaient au même lieu, autour de l'agora. Et donc, ils ont pensé simultanément la démocratie, l'éducation, les arts, la philosophie, le débat. Les Lumières ont essayé de réinventer cet héritage
autour des salons, des académies, de tout un tas de lieux qui contribuaient à élever le débat. Non pas que tout le monde était éclairé ni au début ni même à la fin des Lumières, mais en moyenne, le débat s'est progressivement amélioré. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'un certain nombre de choses ont été réinventées, en particulier la citoyenneté, qui était évidemment née à Athènes, autour de la cité. Ils l'ont réinventée à l'échelle des nations. Ils l'ont fait à Athènes autour de l'écriture. Pendant les Lumières, ça a été fait autour de l'imprimerie. Aujourd'hui, on a le digital, qui est une technologie beaucoup plus puissante. Mais nos défis ne sont plus ceux de la cité au sens de la ville, ni même au sens de la nation, mais ça devient des enjeux globaux. Et on voit bien que le climat, l'économie sont globalisés, mais notre capacité de citoyen reste fondamentalement locale. Et on ne peut pas agir suffisamment localement pour peser sur les décisions globales. Et on voit bien que la COP26, c'est quelque part le 26e échec consécutif. Et donc si à chaque fois qu'on se réunit, on voit que les intérêts commerciaux sont supérieurs aux intérêts des citoyens, on voit bien qu'il y a un problème. Autour d'Athènes, à l'Agora, on pouvait discuter des liens entre l'économie et la société et prendre des décisions de manière démocratique. Aujourd'hui, on n'a pas d'enceinte démocratique globale. On n'a pas de citoyenneté globale. On peut se sentir citoyen du monde. Aucun d'entre nous ne peut voter directement pour, par exemple, les bonnes résolutions qu'il faudrait avoir autour de la COP. Donc comment est-ce qu'on fait ? Je pense que, de même qu'il était très improbable d'inventer la citoyenneté à Athènes et qu'il était improbable de lutter contre l'absolutisme au début des Lumières, je pense qu'il est probablement assez improbable de penser une citoyenneté globale, une démocratie que je qualifierais de fractale, c'est-à-dire de multi-échelle, de très ancrée localement, nationalement, au niveau de l'Europe pour nous et au niveau global. Mais je pense qu'on a besoin, même si c'est improbable, il faut se battre pour que ça devienne probable, parce que c'est peut-être la meilleure solution pour qu'on ait des solutions démocratiques à nos enjeux globaux. Et si on repense Athènes et les Lumières, on peut éventuellement le faire de manière critique. Ce qui est vrai, c'est que Athènes et les Lumières, c'était très bien pour les hommes blancs, riches et éduqués. Mais si vous étiez une femme, si vous étiez un esclave, si vous étiez un migrant, si vous étiez un enfant, vous n'étiez pas des citoyens. Et aujourd'hui, les femmes se sont battues pour accéder à la citoyenneté, mais par exemple, les enfants ne sont toujours pas des citoyens. Et si les enfants ne sont pas des citoyens, eh bien, ils ne pèsent pas sur les décisions qui sont des décisions de long terme, typiquement 2050, 2100. La plupart d'entre nous ne seront pas là pour voir 2100, mais nos enfants et nos petits-enfants seront là. Et d'un autre côté, ils ne peuvent pas peser sur les décisions qui impacteront leur avenir. Et quand on regarde, il y a un certain nombre de juristes qui se sont interrogés sur pourquoi est-ce que les enfants n'ont pas le droit de vote, parce qu'un biologiste ne peut pas répondre à cette question, parce qu'à 18 ans, il ne se passe rien biologiquement qui fasse que la citoyenneté, tout d'un coup, vous tombe dessus. Mais si vous regardez les raisons qui sont invoquées pour lesquelles les enfants ne peuvent pas voter, eh bien, en fait, c'est exactement les mêmes raisons. L'incapacité à comprendre la complexité des questions, ne pas être suffisamment informé, ne pas comprendre tout ce qui se passe et être potentiellement manipulable, toutes ces raisons étaient évoquées pour que les femmes ne votent pas hier ou pour que, pendant le suffrage censitaire, les plus pauvres ne puissent pas voter. Donc en fait, si on demandait à tout le monde d'être conscient de la globalité et de la complexité des enjeux avant de rentrer un bulletin de vote, personne ne voterait. Parce que personne ne peut comprendre la complexité des enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. Donc si on doit réinventer la démocratie, je pense qu'on peut le faire de manière fractale, de manière inclusive, de manière écologique, et on peut réinventer donc tout le package des Lumières en s'interrogeant sur qu'est-ce qui nous manque encore aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut donner la parole à ceux qui, quelque part, ont été les perdants des Lumières. Et il y a eu beaucoup de perdants, en particulier des perdantes. Mais il y a eu des nations entières qui ont perdu. Il y a eu tout un tas de minorités qui ont perdu. Comme par hasard, c'est exactement les mêmes minorités qui revendiquent aujourd'hui. C'est MeToo, c'est MeToo Inceste, c'est Black Lives Matter. Donc je pense que collectivement, on peut essayer de réinventer de nouvelles lumières. Peut-être qu'il nous faudra un siècle, peut-être qu'on ne le verra pas. Mais je pense qu'il faut quelque part, comme vous le faites aujourd'hui, se poser la question de ce « et maintenant ». Moi, je pose la question de ce « et si nous », en se demandant qu'est-ce que collectivement on peut faire qu'on ne saurait pas faire seul.
Sans compter que la situation est à ce point-là complexe et nous-mêmes, cerveau humain, tellement capables de la complexifier encore davantage comme si ça ne suffisait pas, et on le verra tout au fil de cette journée, puisqu'on a vraiment eu l'ambition d'essayer de se tourner autant que faire se pouvait vers les idées nouvelles qui ont émergé, il y en a beaucoup. Dans ces idées nouvelles, comme vous le savez, François Tadei, il y a aussi l'idée de faire rentrer dans une citoyenneté internationale d'autres êtres que les êtres humains, et on voit apparaître des discussions autour d'un droit de vote de la nature, des arbres et récemment des fleuves. Et ça m'amène non pas à vous poser la question de savoir comment les fleuves vont pouvoir voter, mais en revanche, ça amène à ce qui apparaît de manière... alors, pas totalement annihilante, puisqu'on est là aujourd'hui, mais on a le sentiment, au fond, que face à l'ampleur des sujets tels qu'ils se posent, la complexité de chaque sujet, parce qu'il suffit de connaître bien un sujet pour voir qu'aucune phrase simple ne permet ne serait-ce de le qualifier, je ne parle même pas de le résoudre. Est-ce qu'on ne se retrouve pas, au fond, dans une situation de passivité? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation qui est déclencheuse de passivité, juste au moment où, au contraire, il faudrait être dans l'action? Bruno David. Oui, donc derrière ces questions s'en profilent évidemment beaucoup d'autres. C'est sympathique de se dire on va donner un droit à un arbre, parce qu'on aime bien les arbres. Au passage, il y a une étude qui a été conduite d'ailleurs par une équipe du Muséum national d'histoire naturelle et qui montre nos degrés d'affection envers d'autres êtres vivants sur Terre. Et il n'y a pas d'énorme surprise. Nous sommes d'autant plus enclins à avoir de l'affection pour une autre espèce que cette espèce est proche de nous dans l'arbre du vivant. Donc on aura plus d'affection pour des mammifères que pour des reptiles ou que pour des micro-insectes du sol. Et si on a d'aventure un moustique tigre qui se pose sur notre bras, on aura assez peu d'affection pour lui. Il y a une exception dans ce panorama, qui est que ce sont les arbres pour lesquels on a de l'affection, alors que franchement, en termes d'évolution, on est très très loin des arbres. On a peu de choses à voir avec les arbres. Bon, au-delà de ça, la question qui est posée, c'est comment finalement on peut donner un moyen d'expression à ce qui n'est pas Homo sapiens. Mais ça sous-entend qu'on s'arroge la capacité de parler au nom d'eux. J'ai un tilleul dans mon village, j'ai envie de le protéger, je crée un petit collectif pour la défense du tilleul et on va parler au nom du tilleul. Mais au nom de quoi pourrait-on parler au nom du tilleul ? Vous voyez, ça pose des questions, ça fait une sorte de mise en abîme et ça pose des questions sur qui sommes-nous, comment pouvons-nous nous ancrer en nature, jusqu'à quel point faut-il s'ancrer en nature. Si nous nous ancrons totalement en nature, ça veut dire que nous admettons, et nous le savons, ça, que nous sommes le produit d'une longue évolution biologique qui a commencé il y a en gros 3800 millions d'années, donc c'est très ancien tout ça. Il y a eu des vertébrés, des mammifères, des primates, Homo sapiens, et Homo sapiens fait plein de trucs avec son gros cerveau. Et on fait un festival, et maintenant, on construit la maison de la radio, on fait des bombes atomiques, on pollue, on détruit, on fait des tas de choses. Et j'ai tendance à dire, et après tout, les castors font des barrages, les termites font des termitières. Donc, nous, on fait ça. C'est comme ça. C'est l'évolution qui veut ça, donc on n'a qu'à laisser les dérouler. C'est une vision totalement où on sort du dualisme homme-nature, et il faut effectivement en sortir, mais on voit bien que si on en sort complètement, on se déresponsabilise aussi totalement. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette question ? Et la question, c'est qu'il faut, parce qu'on a conscience de nos actes, et que cette prise de conscience nous permet aussi de réagir et pas seulement d'agir, il faut qu'on rajoute une petite pincée de dualisme dans la recette, c'est-à-dire qu'on se re-responsabilise par rapport aux choses et qu'on reprenne une petite distance par rapport au reste de la nature, au reste du vivant, même si nous en faisons totalement partie. Donc vous voyez, c'est un équilibre qui n'est pas simple. Individu par individu, on ne va pas le ressentir de la même manière, on ne va pas avoir envie de se positionner tout à fait de la même manière, on ne va pas être à la même distance. Et puis collectivement, c'est encore plus difficile. Et il faut réinventer une forme d'universalisme. Si j'entends bien François Tadei, c'est une forme d'universalisme démocratique qu'il s'agit de réinventer. C'est une belle utopie. Je pense qu'il faut qu'on vive avec des utopies. Il faut qu'on se donne des utopies en horizon,
Je ne sais pas effectivement si on mettra 100 ans, 200 ans ou 500 ans à l'atteindre, mais ça vaut le coup de la tenter. Oui, Oui, je vous en prie, Jeanne d'Amérique. Ensuite, Justine Barbier. J'allais dire, ouais, effectivement, j'ai l'impression que c'est très très triste d'arriver à un point où on dit qu'un arbre, un animal devrait pouvoir voter pour exister, pour être ce qu'il est. Parce que là encore, c'est se plier à un mode de vie ou bien une façon de penser et de faire monde que nous, les humains, on met en place. Donc, ça revient encore à la domination. Donc, je crois que peut-être, c'est comment redonner, bon, même pas redonner, comment laisser ces autres êtres vivants exister, en fait. Parce que il ne faut pas se dire que c'est nous qui dirigeons le monde et que eux, ils devraient se ramener à nous, humains. Donc, je sens que c'est très, très triste de dire que les arbres, les animaux devraient arriver à un point où ils doivent entrer dans notre système pour exister. Je crois qu'il faut casser ce système-là et qu'on soit dans un rapport horizontal, en fait, tout simplement. Ben moi, je vois ces paroles et je les vois tellement que j'avais envie d'intervenir juste après l'intervention de François Tadei. Alors, pour moi, la nature, elle hurle. Elle parle pas, elle hurle. Elle hurle parce que si on prend l'exemple des différentes COP qui existent depuis 1995, donc la fameuse COP 21 a été historique. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'à un niveau international, on a pris des mesures qui fixaient un maximum à 2 degrés de hausse. Quand on prend, en fait, les référentiels, c'est avant la révolution industrielle jusqu'à 2100. 2 degrés, avec un idéal de 1,5 degré, qui n'ont jamais été tenus. Donc moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'un engagement qu'on peut ne pas tenir, en fait ? C'est du vent, c'est du vent. Et donc là, la COP26, j'entends, enfin moi je trouve aussi que c'est un grand échec, et d'ailleurs les scientifiques, ils se retrouvent arrêtés aujourd'hui. Il y a eu 15 scientifiques arrêtés le 6 novembre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont osé être à Glasgow sur un pont avec des cadenas autour de leur cou, en disant que ce n'était plus possible, qu'il y a une urgence, qu'il y a une honnêteté dans la communication à avoir. Et cette nature, elle hurle parce que si on reste avec les mesures qui sont présentes aujourd'hui, on est sur une hausse des températures d'ici 2100, donc comme vous le dites, c'est nos petits-enfants, c'est de 2,7 degrés, ce qui est une catastrophe absolue. Pourquoi c'est une catastrophe absolue ? C'est parce que la nature, c'est un équilibre. La nature, elle est bien plus intelligente que nous. C'est un équilibre où il y a ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. C'est-à-dire que, par exemple, quand on augmente un tout petit peu la température de l'atmosphère, ce qui est le cas avec, donc effectivement, tous les gaz à effet de serre qui sont émis par l'homme. Et moi, je ne suis pas tout à fait sûre que nos technologies résoudront les problèmes posés par la technologie. C'est la grande question, voilà. Et donc, je suis sûr qu'elles ne les résoudront pas. Et donc, effectivement, le pessimisme, je voudrais aussi rebondir là-dessus après, mais si vous voulez, là, les boucles de rétroaction qui disent cette harmonie parfaite de la nature, elles montrent que dès qu'on déséquilibre un petit peu un paramètre, donc par exemple l'augmentation de la température de l'atmosphère, on augmente la température des océans, et c'est là que la boucle de rétroaction commence, qui vont moins capturer le dioxyde de carbone, parce qu'en fait, le dioxyde de carbone se dissout plus facilement dans une eau froide. Et là, on n'en a jamais fini, en fait, parce que ça continue de s'auto-alimenter. Il y a des boucles de rétroaction, on en trouve partout. On en trouve aussi quand, par exemple, une couche de glace fond et que la lumière du soleil est donc moins diffusée dans l'atmosphère, la température est donc plus gardée, etc., etc. On pourrait en citer encore. Donc moi, je trouve que là, si ce n'est pas un cri, ça, une sonnette d'alarme, et je vais encore citer Camus, parce que vraiment ce texte m'a marqué, mais Camus, il parle d'une course folle contre la montre. Et moi, je trouve aussi qu'on en est là. J'ai trouvé que ce discours était d'une incroyable actualité. Et vous parliez d'enfants, alors là aussi, j'avais vraiment envie de réagir, parce que donc le groupe Extinction Rébellion, qui dit à quel point il y a un manque d'honnêteté dans la communication sur ce sujet, on en est aussi là quand même, parce que là, le seul point de désaccord avec Camus que j'avais,
Enfin, et il y a aussi l'anachronisme qui représente les décennies qui nous séparent de lui, mais c'était sur ce pari de vérité et de liberté dont il estimait que sa génération, il estimait que ce pari avait été tenu par sa génération. Et en fait, les fameux scientifiques qui se sont arrêtés, un certain Tim Hewlett, le 1er novembre, avait sur son petit canot pneumatique qui le laissait dériver jusqu'au campus de la COP26, avait écrit « Tell the truth or we will lose everything ». Donc vous voyez, les scientifiques qui sont pourtant des gens connus pour ne pas trop prendre parti, connus pour être débordés de travail et surtout débordés de pression en matière de publication, ils ont peut-être à la base autre chose à faire que de l'activisme, mais ils sont très nombreux aujourd'hui à dire que on ne peut plus être simplement dans un savoir qui ne se conjuguerait pas avec une autorité du savoir. Et je reviens donc sur le point que je voulais évoquer, ce sont des enfants, les activistes aussi, c'est pas seulement des scientifiques, donc c'est des gens qui nous étonnent un peu, on se dit, mais un enfant de 10 ans, par exemple, le groupe Extinction Rébellion dont je parlais, a créé une branche récemment où la moyenne d'âge, donc, c'est 16 ans. Et il y a des activistes qui ont 10 ans. Vous imaginez un peu à quel point, là aussi, il y a un cri, là aussi, il y a quelque chose qui se dit, qui est extrêmement fort et qui est à entendre. Et donc, cette génération, comment est-ce qu'on l'appelle ? On l'appelle la génération Greta Thunberg. Quel âge a Greta Thunberg ? Donc, vous voyez, en fait, il y a une demande, effectivement. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, votre mot valise, là, les saventuriers. Parce qu'on voit des saventuriers, voilà, des gens qui font des choses incroyables, un scientifique sur ce matelas pneumatique. Et moi, quand je vois qu'il y a un autre exemple qui s'est passé aussi récemment, c'était le 6 novembre, hein, c'est très récent, c'était pendant la COP26, un scientifique australien qui s'appelle Karl Topfer, qui s'est collé la main à un article sur justement les catastrophes du réchauffement climatique. Et lui aussi a été arrêté. Donc vous voyez, c'est des choses qui sont extrêmement choquantes. Alors pour terminer, je vais juste terminer en réagissant à ce qu'a dit Jean d'Amérique. Alors on a envie de se dire, tout est foutu. Il y a une belle phrase de Christian Bobin qui dit le monde est perdu, la vie est intacte. Bon, on a envie de se dire le monde est foutu. Voilà. Et donc, c'est vrai que si on prend ces scientifiques, dès lors qu'on va dans ce sujet, on traverse forcément un moment de désespoir. Prenez l'exemple d'un biologiste de la conservation. Donc la conservation, biologie de la conservation a été créée il y a environ 35 ans. Et donc, face à la perte immense de biodiversité, un biologiste de la conservation qui s'appelle Charlie Gardner, qui enseigne à l'université du Kent à Canterbury, qui explique que quand il a commencé à donner des cours sur le climat il y a 6 ans, un module, il s'est senti vraiment très abattu et il a pris conscience de la catastrophe. Je vous donne un autre exemple totalement aux antipodes. Matt Leacock, un créateur d'un jeu de société que j'ai trouvé extraordinaire, Climate Crisis, où le but c'est de faire prendre conscience aux gens de tout ça. Et lui aussi il dit, je suis passé par une phase d'abattement, mais c'est là que je voulais en venir, c'est qu'il dit aussi quelque chose qui me semble important. Il dit quand on crée un jeu de société, par définition, les joueurs, ils ont envie de gagner. Alors, il explique que le but, c'est vraiment un jeu collaboratif. C'est l'arche d'alliance dont nous parle Camus, si on veut, des termes littéraires. Mais il dit, ça m'a fait quand même du bien. Il a travaillé avec un autre créateur de jeux de société qui s'appelle M. Menapace. Et il raconte que, en cherchant les solutions pour sortir de la crise, ça lui a sorti de ce trou noir. Et il y a quand même des solutions, bien sûr. Et je pense que ce que vous disiez, les jeunes au pouvoir, les philosophes au pouvoir, les sages au pouvoir. Et alors c'est là où je voulais revenir. Je finis vraiment. Je ne sais pas si j'ai encore. Les poètes au pouvoir. Les poètes. Les poètes au pouvoir, c'est ça, parce que sage, en fait, ça ne veut pas dire les philosophes, ça veut dire les poètes. Mais alors, je ne peux pas ne pas dire ça, j'en ai pour 30 secondes. Voilà. Parce qu'en fait, je pense en effet que le problème, il est là. C'est qu'il faut repenser la démocratie. Il faut repenser la démocratie. Il faut mettre les sages au pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut recoudre ces liens entre l'autorité et le savoir. Et il faut... Et alors, comment on fait ? Alors, comment on fait ? C'est-à-dire que le premier pas, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et le premier pas, c'est déjà en 1964, il se passe un premier pas, qui est le premier conseiller scientifique britannique qui est élu par un certain M. Wilson, mais qui dit que le problème, c'est qu'il a juste un rôle de conseil. Churchill, il disait, et il pensait que c'était les bases de la démocratie, il disait « Scientists
on top, but not on top. Ça veut dire les scientifiques à disposition, mais pas au sommet. On inverse cette phrase. On dit scientists on top, but not on top. Pourquoi ? Parce que c'est le climat qui veut ça. Non, mais c'est fascinant en fait, parce que pour faire réagir François Tadei, il me semble que, je veux dire, si on avait posé exactement la même question il y a quelques années, on n'aurait jamais, la conversation ne serait jamais partie comme elle vient de partir. Et on n'aurait sans doute pas d'abord parlé de science et de climat, y compris vous qui n'en êtes pas d'abord une spécialiste. Et c'est ça qui est absolument sidérant dans la période que l'on traverse, il me semble. C'est que la difficulté à savoir ce qui se passe en tant que tel est d'une complexité inouïe. Je pense que dans 5 ans, on verra si en fait on était sur les bons sujets ou si en réalité il y avait là dans l'angle mort des sujets qui prendront le pas. Qu'est-ce que vous en pensez, François Tadei ? Est-ce qu'on voit ? Je pense qu'on a besoin de prendre conscience. Vous avez évoqué ce mot-là. Et je pense qu'en fait, c'est un peu ce qui est le plus caractéristique de notre espèce. Non pas que d'autres espèces en soient incapables, mais on est capable de le faire à des échelles sans précédent. Et ce besoin de prise de conscience des crises et des dangers auxquels on est confronté, Aristote disait qu'il y avait 3 formes de connaissance. Épistémé, la connaissance scientifique, comprendre le monde. Techné, comment est-ce qu'on agit sur le monde. Et phronésis, qui est l'éthique de l'action. Mais l'éthique de l'action, c'est pas forcément exactement la même définition à l'époque d'Aristote et aujourd'hui, parce qu'à l'époque d'Aristote, on pouvait se dire qu'il y a effectivement les conséquences de notre action, non seulement sur nous, mais aussi sur les autres. Mais aujourd'hui, on est aussi obligé de penser le long terme de l'impact de nos actions et les impacts globaux de nos actions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on consomme du carbone, on a des impacts globaux. Aristote, il ne pouvait pas se poser cette question, parce que la connaissance scientifique n'était pas à ce niveau-là. Et puis notre capacité à impacter l'environnement n'était pas du tout à ce niveau-là non plus. Et Condorcet, pour revenir sur les Lumières, disait que éducation, science et démocratie devaient coévoluer. Et donc on voit bien que si la démocratie se fait sans l'éducation et sans la science, en fait c'est du populisme, au mieux. Et ça n'est qu'un pis-aller. Donc il faut faire monter en compétences et en conscience les enjeux scientifiques et faire monter en compétences et en conscience l'ensemble des générations, et en particulier les plus jeunes générations. Et effectivement, ils se mobilisent très spontanément. Samedi dernier, il y a 8 jours, c'était le 20 novembre, la journée des droits de l'enfant. Donc on avait organisé un événement avec la mairie de Paris, il y avait 280 jeunes qui étaient là, et une jeune fille de 10 ans a interpellé Anne Hidalgo qui venait pour leur parler, et elle lui a dit « Mais si on ne peut pas voter et être voté, alors comment est-ce qu'on peut être entendu ? Et comment est-ce que nos voix peuvent compter pour l'avenir ?» C'était extraordinaire. Elle a 10 ans. Et elle venait de passer 1 heure à comprendre ce que c'était que les droits de l'enfant. Et on lui avait dit qu'un des droits de l'enfant, c'est le droit d'être entendu sur tout ce qui va vous impacter. Eh bien, ce droit-là, comment est-ce qu'on le respecte ? Comment est-ce qu'on le déploie ? Et ce besoin me paraît essentiel. La capacité à prendre conscience... Confucius le dit à sa manière, d'une manière qui, moi, m'a touché, en particulier en période de pandémie. Il disait, en fait, on a 2 vies. Et notre 2e vie commence quand on sait qu'on n'en a qu'une. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous, ça me dit notre vulnérabilité, même si on voudrait se croire invulnérable, un jour ou l'autre, on est rattrapé par la patrouille. Mais c'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les sociétés, c'est vrai pour nos organisations humaines, c'est vrai pour notre civilisation. La démocratie américaine, un jour de janvier de cette année, est rentrée dans sa 2e vie. Parce que tout d'un coup, elle a vacillé. Et la nôtre, elle n'en est pas très loin non plus. Et donc on voit bien que les institutions auxquelles on croit ne sont absolument pas immortelles. Tout ça peut s'effondrer. Et si on n'a pas conscience de notre vulnérabilité et de nos interdépendances, et le virus, s'il a une vertu, c'est de nous faire prendre conscience de nos interdépendances. Parce qu'on voit bien que, parce qu'on n'a pas mis le vaccin en open source, parce qu'on n'a pas permis la vaccination au plus grand nombre à travers le monde, eh bien, il y a des variants qui émergent en Afrique du Sud ou ailleurs et qui nous reviennent en boomerang. Et donc, si on met les intérêts privés
avant l'intérêt général, il ne faut pas s'étonner que les boucles de rétroaction dont tu parles à juste titre nous reviennent et créent plus de problèmes encore à chaque fois. Donc on a absolument besoin de penser cette prise de conscience et de prise de conscience globale. Et pour revenir à Aristote, épistémé, techné, phronésis, épistémé et techné ont cru exponentiellement, la science et la technologie et leur impact ont cru exponentiellement depuis les Grecs, et en particulier depuis la révolution industrielle. Mais la phronésis, notre éthique de l'action, elle est embryonnaire. Et d'ailleurs, on n'en parle jamais. On n'est jamais éduqué à penser éthique. C'est quoi l'éthique de l'action ? C'est cette capacité à comprendre que ce qu'on fait va avoir un impact sur beaucoup plus que nous. Et c'est cette capacité à penser le collectif. C'est quelque part ce que Mandela et l'ensemble des peuples d'Afrique du sud de l'Afrique appellent Ubuntu. C'est « je suis parce que nous sommes ». C'est cette capacité à comprendre que nous avons besoin d'interaction et que nous vivons d'interaction. Et qu'on ne peut pas... Une déclaration d'indépendance a beaucoup moins de sens qu'une déclaration d'interdépendance. C'est ça l'éthique de l'action. C'est cette capacité à comprendre qu'il faut sortir de notre nombriliste individualiste, mais qu'il faut aller vers une capacité à prendre soin de soi, des autres et de la planète simultanément. On est dans une civilisation dans laquelle on a appris la compétition, on a appris à s'exploiter soi-même, à exploiter les autres, à exploiter l'environnement. Comment est-ce qu'on réinverse cette logique ? Comment est-ce que fondamentalement on se met au service des autres? Comment est-ce qu'on s'écoute soi-même? On n'a plus le temps de s'écouter soi-même, on est en permanence dans des flux d'informations et on est dans une course. Lewis Carroll disait, avec la Reine Rouge, on court toujours plus vite. Mais dans quelle direction on court et pourquoi est-ce qu'on court? Oui, j'aurais quand même insisté sur la remarque parce que je trouve qu'on a parfois des termes où on parle de nature. Mais on est toujours, parce qu'on a ça ancré dans la tête, que nous ne sommes pas dans la nature, qu'il y aurait quelque chose à côté de nous et qu'on pourrait s'en détacher. Il faut qu'on arrive à changer complètement de modèle, pour le coup. Et ça va être long, ça va être difficile. C'est une vraie révolution intellectuelle. Mais chaque espèce peut se dire, si elle en avait la capacité, qu'elle est au bout d'un chemin évolutif et qu'elle est au sommet de la pyramide. C'est très intéressant la façon dont on a représenté l'évolution biologique au cours du temps. À partir du moment où on a eu cette conception, il y a eu des échelles. Pour reprendre Aristote, il y avait une échelle avec des barreaux et puis des complexités croissantes. Il y a eu des arbres évolutifs. On avait l'image de l'arbre. Et bien sûr, Homo sapiens, c'était au sommet de l'arbre. Hein. Ça va de soi. Et aujourd'hui, on est sur un buisson circulaire où chaque espèce d'aujourd'hui, chaque espèce actuelle est à la surface du buisson. Mais ça veut dire que si je prends un petit acarien qui traîne par terre, je suis sûr qu'il y en a même à Radio France, il est aussi évolué que nous, parce qu'il est séparé de notre ancêtre commun par la même distance temporelle. Ça ne veut pas dire qu'il est aussi complexe, mais en tout cas, il est aussi évolué que nous. Il faut arriver à se mettre ça dans la tête. Et ça, c'est pas forcément simple. Il y a une énorme marge de progrès à avoir dans cette direction. Je ne suis pas persuadé qu'on soit encore assez mûr, parce que c'est vraiment très déstabilisant. Très très déstabilisant, mais c'est que quand on aura changé notre regard sur le reste du monde, je dis toujours le reste du vivant, le reste de la nature, il faut sortir de cette vision duale, quand on aura changé notre regard, que, en tout cas en ce qui concerne environnement, biodiversité, climat, on aura les capacités d'action. Et ça va prendre, là aussi, ça va prendre du temps, ça ne va pas être instantané. Et ça a des impacts sur le fonctionnement des sociétés, sur comment nous fonctionnons, quelle priorité on peut se donner. En termes d'économie, c'est ce qui a marqué dans l'intitulé de cette table ronde, hein, en termes d'économie, en termes de fonctionnement des sociétés. Ça pose la question de la consommation, du consumérisme. C'est une question que je pose souvent dans des conférences. Est-ce que parce que j'aurai les moyens de m'acheter un jet privé, je dois le faire ? Alors évidemment, dit comme ça, ça fait sourire parce que évidemment, je n'ai pas les moyens, donc la question ne se pose pas. Et je pense qu'il y a peu de personnes dans la salle non plus qui ont les moyens de le faire, si même il y en avait une. Mais ce n'est pas parce que j'ai les moyens de le faire que je dois le faire. Alors, dit comme ça fait sourire, mais après on peut décliner. Est-ce que j'ai les moyens de m'acheter une paire de chaussures supplémentaires? Je dois le faire. C'est les questions qu'il faut arriver à se poser. Alors je ne suis pas non plus je suis pas en train de dire on ne peut plus rien faire, c'est épouvantable, on va tout arrêter. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Parce que Homo sapiens, je dis Homo sapiens doit arriver à s'ancrer en nature, mais en même temps Homo sapiens a le droit d'exister. Donc c'est juste un problème de coexistence. Ce n'est pas une cohabitation, c'est vraiment une coexistence. C'est comment on coexiste avec le reste du monde.
Et c'est une question qu'on n'a pas l'habitude de se poser, qu'on ne s'est jamais posée, parce qu'on a toujours été soit en conflit avec la nature pendant des millénaires, et effectivement, d'avoir un ours dans sa caverne, c'était pas très sympa, et on avait plutôt envie de tuer l'ours qu'autre chose. On peut se mettre à la place des gens de cette époque. Ensuite, disons dans les années 70 du XXe siècle, on s'est penché un peu au chevet de la nature, on s'est dit, la pauvre nature, on va s'en occuper, etc. Mais on se considérait toujours à côté. Et alors que les scientifiques, ça fait quand même maintenant pas mal de décennies, qu'ils disent, non, nous sommes une espèce parmi beaucoup d'autres espèces, en interaction avec toutes les autres. La notion de symbiose est importante. Quand j'ai fait mes études, par exemple, on parlait beaucoup de compétition. On apprenait les relations de compétition. Quand on faisait de l'écologie, on apprenait les relations de compétition, les relations proie-prédateur, comment ça fonctionne, etc. On parlait peu de symbiose. Et maintenant, on parle énormément de symbiose. On s'est rendu compte, même scientifiquement, qu'on a basculé dans une autre vision du vivant. On ne regarde plus le vivant de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation proie-prédateur, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses à côté. Donc il y a une démarche qui est en train de s'impulser. J'ai l'impression qu'elle s'accélère, en tout cas en science, elle est franchement enclenchée. Je pense qu'elle s'accélère au niveau de la prise de conscience sociale. D'ailleurs, si on est là aujourd'hui, ça le démontre. Ça peut rendre optimiste quand même. Il faut l'être quand même un petit peu, parce que alors sinon... il y a la Seine qui n'est pas loin. Hein. Oui, oui, de l'autre côté. Non, mais on va pas du tout y aller, il fait beaucoup trop froid. Ce qui s'accélère aussi, c'est le temps. Et je voudrais qu'on garde 2-3 minutes pour que l'on vous demande les uns et les autres si vous mettiez quelqu'un dans un panthéon, si vous constituez votre propre panthéon. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Qui mettriez-vous au panthéon? On ne voulait pas du tout répondre à la question qui était posée. Vous pensez bien que sinon on l'aurait articulée de manière différente. Mais lancer quelques premières pistes. Je voulais vous dire, Jean d'Amérique, que dans les questions qu'on a posées dans le questionnaire, il y avait « Et maintenant, on va où ?» Et à la réponse « Et maintenant, on va où ?» 43% des quelques 60 000 personnes maintenant qui ont répondu « On va dans la bibliothèque ». 31%, alors dans la bibliothèque, pour aller vous lire. 31% ont répondu « On va dans l'atelier pour bricoler une solution ». Je pense que ça devrait plaire à chacun d'entre vous et faire la synthèse. Un certain nombre, pour faire plaisir à Boris Razon, ont répondu « On va dans la cuisine pour profiter de tout ». Et très très peu ont répondu, et ça permet de terminer sur l'optimiste, on va dans un bunker et on s'abrite. L'idée que 43% des personnes répondantes veuillent aller dans une bibliothèque, voilà qui doit vous donner espoir, Jean d'Amérique. Je crois que c'est très très rassurant parce que les livres font partie de ce qui nous nourrit au niveau de l'esprit, c'est-à-dire un corps, il a besoin de manger, de boire pour rester en vie, et l'esprit a besoin de nourriture aussi. Et ça passe beaucoup par les livres. Je crois que ça sert aussi à aiguiser les consciences. Tout à l'heure, François Tadei parlait d'une prise de conscience globale, pensée collective en fait. Et je crois que les livres, ils servent à ça, de construire de nouvelles idées et d'irriguer les esprits avec. Donc c'est très rassurant que 43% des gens veulent aller à la bibliothèque, ou ils sont déjà. Ouais, il nous reste 3 minutes. Alors, j'entends parfaitement les frustrations qui doivent être terribles, mais en fait, l'idée, c'est quand même qu'on commence aujourd'hui quelque chose qui va durer toute la journée, puis se prolonger ensuite. Et donc, voilà, on avait très envie de ça, dont on vous remercie, c'est-à-dire de semer les premiers petits cailloux. Et on a quelques minutes de plus, jusqu'à midi. Bon, alors ça nous laisse le temps, et peut-être il y aura un mot de conclusion, de faire le tour de vos possibles panthéons. Vous savez que la question est d'actualité, puisque demain, le Panthéon accueillera Joséphine Baker, ce qui est évidemment un symbole très important pour beaucoup de personnes. Jean d'Amérique, si vous mettiez quelqu'un au Panthéon. Je peux laisser les autres répondre. Bruno David, si vous mettiez quelqu'un au Panthéon. Alors, je vais le faire de manière un petit peu auto-centrée. Comme je suis un biologiste de l'évolution... Vous n'allez pas vous y mettre vous-même.
non, chère Sandrine, pas Vous à êtes ce beaucoup point-là. trop quand même. vivant pour ça. Pas à ce point-là, mais ça me donne. Oui, effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais vous me donnez l'idée là. Plus sérieusement, tout en restant quand même relativement auto-centré, j'aurais tendance à y mettre Charles Darwin. Parce que, même s'il y a eu des prédécesseurs, personne ne se construit. D'ailleurs, il y a une mission qui disait sur les épaules de Darwin. Personne ne se construit à partir de rien. On se construit toujours sur ce qui a précédé. Mais il a été particulièrement éclairant. Il correspond à un point de bascule, alors pour le coup, vraiment à une transition ou à une crise où il a fait basculer la perception qu'on pouvait avoir du monde vivant et de la manière dont il s'était diversifié, dont il aboutissait à ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui. C'est quand même lui qui a donné cette impulsion majeure. Et il y a un avant et il y a un après. Et ce qu'il a écrit en 1859 reste toujours d'actualité. Il y a toujours une grande part de vérité à l'intérieur. À quel point il était visionnaire. Et il y a beaucoup de choses derrière aussi. Il a eu aussi des réflexions qui dépassaient le cadre de l'évolution sur la place de l'homme, qu'est-ce que l'homme, quelle est sa place, etc. Donc c'est quelqu'un d'assez illuminant. Et même si c'est un Anglais, je le mettrais au Panthéon. C'est un panthéon ouvert et international. Justine Barbier. Oui, moi je vais mettre un grec pour compenser. J'avais plein de noms en tête, ça revient un peu au même. Je peux mettre une femme aussi qui est Hannah Arendt. Et donc ça revient au même du point de vue des idées. Alors, pourquoi ? Parce que, pourquoi je dis je mets au Panthéon un grec ? Donc déjà c'est Platon, enfin le couple Platon-Socrate. Tout simplement parce qu'il a dit qu'il fallait commencer par la justice en fait. Alors, la justice vis-à-vis des animaux, on le voit par exemple, les animaux, ils ont leur bec qui s'allonge, ils ont les oreilles qui augmentent, ils ont les queues qui sont plus... là, parce qu'on pense à des animaux qui nous ressemblent. Plus longues. Je pense à des oiseaux avec le bec ou des... Oui, c'est ça, des animaux qui nous ressemblent, des vertébrés. Et donc, tout ça à cause du réchauffement climatique, parce que ça permet d'évacuer la chaleur plus facilement. Alors, la justice, c'est donc aussi notre rapport aux animaux, comprendre que les arbres ont des besoins, et ils sont peut-être moins importants que les besoins des humains, en comparant un arbre ou un humain. Mais si on ne répond pas aux besoins de l'arbre, et je pense que la prise de conscience, elle est là, et c'est ça qui est un petit peu tragique aussi, c'est que parce qu'on se rend compte qu'en ne répondant pas aux besoins de l'arbre, on finit par être menacé, on se dit l'arbre existe. Donc ça aurait peut-être été mieux, voilà, d'y penser avant. Mais bon, et donc Platon il dit la justice, qu'est-ce que c'est en fait ? Ça veut dire que il va falloir chacun est à sa juste place. Platon. C'est très embêtant. Ça veut dire le poète c'est très embêtant, pouvoir. Mais dans 2 minutes 30, il va falloir laisser la place. Vraiment, le poète au pouvoir, le sage, le scientifique, le philosophe, peu importe, celui qui donne au savoir toute sa noblesse. Et c'est pour ça que ça fait plaisir dans la bibliothèque. Moi, ça me ravit. Je suis ravie de pouvoir discuter avec vous, d'ailleurs. Ça fait plaisir parce qu'on se dit, mais oui, depuis la crise de la vache folle, il aurait déjà fallu faire ça, parce qu'en 90, on disait, c'est pas grave de manger du bœuf, le ministre de l'Agriculture de l'époque. Bon, et donc, le sage au pouvoir, d'accord, c'est son rôle. Voilà ce que dit Platon, le soldat qui protège et l'artisan qui produit, avec la noblesse de ces 3 domaines, mais chacun à sa juste place. Et Arendt, qu'est-ce qu'elle dira ? Elle dira l'autorité du savoir. Voilà ce qu'on a tari et ce qui est terrible et ce qui fait qu'aujourd'hui, les petits de 6 ans dont on parlait, ils disent le professeur n'a pas d'autorité. Mais l'autorité n'est pas celle de la coercition, elle est celle du savoir. Je dois malheureusement vous interrompre. François Tadei, votre panthéon. Moi, je mettrais Malala et Greta. 2 jeunes femmes très engagées qui, dès l'adolescence, ont contribué à changer le monde en questionnant les injustices autour d'elles. Et par leurs engagements, elles ont su mobiliser des millions de gens. Et pour moi, elles incarnent l'espoir dont on a besoin. Et je pense qu'on a besoin de cette génération. Il y a un rapport OMS-UNICEF qui nous dit que la santé des jeunes nés au XXIe siècle et leur espérance de vie ne sera pas celle que nous avons eue dans les décennies précédentes. Et ça, c'est parce qu'entre-temps, l'environnement a été dégradé. Mais pour revenir sur ce que tu disais sur le consumérisme, c'est aussi parce que nous sommes tous manipulés par des intelligences artificielles qui ciblent nos failles et nous font surconsommer des choses dont on n'a absolument pas besoin. Et donc c'est mauvais pour notre santé, c'est mauvais pour celle de nos enfants, et c'est mauvais pour celle de l'environnement. Et donc quelque part, on est manipulé aujourd'hui de manière systémique. Et donc si effectivement, au lieu de surconsommer, tu vois, les gens n'ont pas répondu au supermarché.
C'est probablement une bonne nouvelle. Je crois que la question n'aurait pas été posée. Mais si, enfin, honnêtement, je préfère qu'ils aient choisi la bibliothèque. Mais peut-être que vous êtes suffisamment sage pour ne pas leur proposer ça. Mais je pense qu'en fait, rationnellement, les gens n'auraient probablement pas dit au supermarché. Mais dans la réalité, malheureusement, c'est quand même au supermarché qui termine beaucoup plus souvent qu'à la bibliothèque. On va inviter chacun et chacune Utilisons d'aller notre carte sur, bleue à bon escient. d'aller sur openpanthéon.org, l'initiative que vous lancez, François Tadei, et de renseigner à votre tour ce panthéon virtuel. Et le dernier mot sera pour Boris Razon. Qui vous mettez au panthéon, Boris? Oui, peut-être on va laisser Ah, les mais gens, oui, du coup. oui. Eh oui, c'est ça Oui, le problème quand bon, on laisse la place. Après, Ça me je sauve. n'ai pas vraiment trouvé. Non, Mais on va prendre 20 secondes de je plus. faisais un petit tour dans ma tête et je pensais à Sanit Belair, qui est une activiste et résistante anticolonialiste qui a vécu entre 1781 et 1802 en Haïti et qui avait posé un acte très fort. Et c'est pour ça que je la qualifie d'une féministe avant la lettre, peut-être, où en fait, elle a été capturée par les colons français en 1802 et elle va, à l'époque, pour les rebelles qui étaient capturés, les hommes étaient fusillés, les femmes décapitées, et elle va refuser d'être décapitée. Elle obtient, devant la mort, le droit d'être fusillée. Donc je mets Sanit Belair au Panthéon, et permettez-moi juste de dire que j'aimerais aussi mettre la poésie comme état d'être au monde au Panthéon. Je tiens à ça parce que Je peux c'est... citer François Tadei parce que j'ai adoré la phrase « Une déclaration d'interdépendance a plus de sens qu'une déclaration d'indépendance ». Donc, merci pour... vraiment. Et moi, je voudrais juste rebondir, parce que la personne que je mets au Panthéon est un poète, et c'est Fernando Pessoa, pour sa capacité à inventer d'autres êtres en lui-même. Et j'aimerais bien terminer par cette phrase. Il a écrit dans le... voilà, ça m'échappe. Mais il a écrit je vois la femme que je suis quand je me connais vraiment, et je trouve ça absolument merveilleux qu'un homme écrive ça au début du XXe siècle. Merci beaucoup. Merci, c'était le mot de la fin peut-être.